On va passer au point suivant de l'ordre du jour. Donc c'est un point important puisque nous allons discuter ce qui était le point d'entrée du débat qui avait été donc décidé au moment de la conférence environnementale. Cette question de la première question du débat, c'est-à-dire des liens entre efficacité, sobriété énergétique et évolution de la demande. Je vais demander à François Moisan et Thierry Salomon de venir. Oui, je leur ai demandé déjà. Donc, je me demandais s'il y avait la place d'avoir les. Alors, on va procéder de la façon suivante. Il y a donc un premier rapport qui a été préparé par François Moisan et Thierry Salomon qui va un peu avoir le même raisonnement que celui qu'on a eu avec les exposés des experts sur les trajectoires d'évolution agrégées, hein, offre-demande que Michel Colombier et Patrick Ricky nous avaient présenté lors des séances précédentes. Donc on suit un peu la même logique cette fois du côté de la demande. Ces experts ont travaillé en appui au groupe de travail efficacité énergétique et sobriété, dont les résultats vont nous être, c'est-à-dire la précision, un peu les propositions vont nous être présentées par Mme Fink et M. Hugues dans la foulée de la présentation du rapport de François Moisan et Thierry Salomon. Et ensuite, on aura un débat sur l'ensemble des deux points, évidemment, puisqu'ils ne sont pas inséparables. À ce propos d'ailleurs, j'en profite pour prendre la parole, remercier Alain Grandjean et le groupe des experts sur l'appui qu'aujourd'hui les experts fournissent. On l'a vu à chaque fois, ça a permis d'éclaircir, de donner une structuration de nos discussions qui a été efficace. Et c'est dans ce sens que je donne immédiatement la parole à François Moisan et Thierry Salomon pour traiter de cette vision des trajectoires du côté de la demande. Bien, merci, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter rapidement l'analyse des trajectoires de demande dans les scénarios facteur 4 que nous avons préparés, Thierry Salomon et moi-même, en tant qu'experts, en appui au groupe de travail numéro 1. Et donc, on a fait cette préparation jusqu'au dernier moment. Et donc, je présenterai, donc, on ne peut pas parler d'une seule voix, je la présenterai à la demande du secrétariat général. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ce que nous avons fait, c'est une analyse des trajectoires de demande en énergie finale par secteur dans la perspective du facteur 4. L'objectif était, on a ce débat et ces propositions de mesures au sein du groupe. Comment peuvent-elles s'inscrire par rapport à des objectifs et des trajectoires du côté donc de la demande, puisque le groupe efficacité et sobriété portait sur la demande d'énergie. Donc nous avons regardé quels sont les scénarios disponibles, existants, portés par différents porteurs d'intérêt qui étaient disponibles, de façon à faire une analyse sur comment est-ce qu'ils réalisaient du côté de la demande ce facteur 4, et quels étaient les indicateurs, les choix fondamentaux dans ces scénarios. On a donc travaillé par des présentations en énergie finale, encore une fois, par secteur, et on a également analysé quels étaient les vecteurs énergétiques au niveau final qui satisfaisaient cette demande. Mais on n'est pas, bien sûr, allé du côté du mix de l'offre énergétique. Tout d'abord, préciser qu'on a eu plusieurs difficultés. Une difficulté de périmètre pour des comparaisons très fines, c'est-à-dire que les différents scénarios n'ont pas tous les mêmes périmètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ce qu'on appelle les soutes, c'est-à-dire les carburéacteurs ou dans le transport maritime, ces consommations d'énergie, elles ne sont pas incluses dans les bilans d'effets de serre nationaux qui sont rendus par les pays. Alors bien sûr, ça compte comme émission, comme consommation, mais elles ne sont pas... Alors certains les prennent en compte, d'autres pas. On a eu aussi sur la consommation d'énergie, matières premières, certaines difficultés parfois à identifier si elles étaient incluses ou pas. Et puis on a eu surtout une difficulté, c'est qu'au départ on n'avait que quelques scénarios et au fil du temps on a eu de nouveaux scénarios qui sont apparus, y compris il y a quelques jours des scénarios qui ont été mis sur la table. On a essayé de les intégrer dans la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas pu faire pour le groupe 3, pour l'ensemble de tous ces scénarios.
On n'a pas fait d'analyse des différences entre scénarios sur la démographie. En fait, en général, elles sont assez convergentes. Et sur le PIB, j'y reviendrai tout à l'heure, prochain. Donc, alors, pour présenter ces différents scénarios, vous avez donc ici les émissions de CO2 des différents scénarios. Comme vous le voyez, donc c'est avec un indice 100 en 1990, et puis donc à partir de 2010, 2013, 2010 en général, l'évolution de ces différents scénarios. Donc le choix avait été fait de prendre les scénarios qui couvraient l'ensemble de la demande, qu'on pouvait analyser, donc qui décrivaient quelles étaient les évolutions majeures qui sous-tendaient ces consommations d'énergie et qui étaient supposées réaliser le facteur 4, tout au moins dans leur énoncé. Donc, vous avez ici l'ensemble des scénarios. On avait des scénarios de la DGEC, dont un qui pouvait être considéré comme un scénario un peu de référence, qui est le scénario DGEC avec les mesures existantes, c'est-à-dire les mesures qui sont réellement mises en œuvre, pas seulement celles qui avaient été décidées il y a quelques années, mais qui sont réellement mises en œuvre. On a des scénarios de l'ANCRE, l'Alliance nationale de la recherche sur l'énergie, des organismes publics, qui est arrivé très très récemment avec 3 scénarios. Un scénario négawatt, un scénario ADEME, un scénario GRDF, qui est arrivé aussi un peu en fin de parcours, un scénario du CIRED, et un scénario Négatep, qui sont tous supposés aller vers le facteur 4, mais qui n'y arrivent pas tous. Prochaine diapo. Donc, on parle de la consommation d'énergie finale en France. Donc un rappel, en 2010, point de départ d'à peu près tous les scénarios, 1808 TWh en énergie finale. Donc vous avez sur le diagramme de gauche, je sais pas si ça marche. Sur le diagramme de gauche, la consommation d'énergie finale en France, une partie, les 140 TWh en rose au-dessus, qui sont les usages non énergétiques, consommation d'énergie mais pas à des fins d'énergie, de production d'énergie, et puis toute la partie de la consommation d'énergie dans la branche énergie, donc la conversion d'énergie primaire en énergie finale pour 1126 TWh. Alors, sur la partie demande, vous avez sur le camembert à droite la répartition entre les principaux secteurs, bâtiments qui regroupent le résidentiel et le tertiaire, qui est la plus grosse part, avec 39%, les consommations énergie du secteur des transports, 33%, pardon, et les consommations de l'industrie et de l'agriculture. Prochaine, j'accélère un petit peu. Alors, historiquement, comment a évolué cette consommation d'énergie finale en France ? Vous avez ici, alors volontairement sur une période de 40 ans, puisque les scénarios, on parle de 2050, donc dans 40 ans, quelle a été cette évolution ? Vous voyez en début de période une croissance relativement forte de la consommation d'énergie, le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier, ensuite une certaine reprise, un certain niveau de la croissance de la consommation, et puis à partir des années 2000, une relative stagnation de la consommation d'énergie. Et vous avez par secteur, donc vous voyez qu'il y a des secteurs qui ont décru en part relative, mais y compris aussi en valeur absolue, puisque vous voyez que l'industrie a relativement décru en valeur absolue sa consommation d'énergie. En revanche, les secteurs qui ont augmenté, c'est le résidentiel et les transports. La suivante. Alors, dans l'analyse de nos scénarios et les choix qui ont été faits, encore une fois, on n'a pas pu prendre tous les scénarios puisque certains ne parlaient que du mix électrique ou d'autres ne détaillaient pas la demande. Donc, on a en gros, on pourrait dire, 3 catégories de scénarios qui ont été classés par les experts qui travaillent sur les scénarios et qui vous seront rendus compte ultérieurement de façon plus globale. Encore une fois, là, on ne parle que de la demande. Il y avait des scénarios qui se situaient plutôt dans le haut, en fait, pratiquement un scénario de Négatep, des scénarios qui étaient plutôt médians, pourrait-on dire, notamment les scénarios de l'encre, et puis des scénarios qui étaient plutôt dans une évolution basse de la demande, les scénarios de GRDF, CIRED, ADEME, Négawatt, les scénarios de la DGEC, un scénario de la DGEC, intitulé Facteur 4, vise le facteur 4 comme trajectoire, mais il s'arrête en 2030. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait figurer de cette façon-là. Alors, ce sont les scénarios qu'on a essayé d'analyser, qu'on va essayer de vous restituer tout de suite. La suivante. Donc là, cette fois, en consommation énergétique finale, vous voyez les différents scénarios
qui sont présentés ici, avec effectivement des scénarios qui sont plutôt médians, dont la demande décroît, mais pas fortement, disons, et des scénarios qui sont plutôt bas, pour lesquels il y a 3 scénarios que vous voyez en bas, notamment le scénario négawatt, le scénario ADEME, et puis un scénario CIRED renforcé pour lequel on a eu des difficultés d'interprétation et pour lesquels on n'a pas poursuivi l'analyse dans la suite sectorielle. Les scénarios encre que vous voyez sont plutôt médians et indiquent une baisse plus modérée de la consommation énergétique finale. Vous avez dans le tableau de droite les facteurs de réduction de cette demande en térawattheure pour les différents scénarios qui sont envisagés. Donc vous voyez les différences, ceux qui sont autour de 1, 2 de facteurs de réduction, hein, par rapport à, ayez en tête le facteur 4, et puis les scénarios qui sont plutôt avec un facteur 2, autour de 2, dans le bas de la courbe. En termes de CO2, bien sûr que là, il s'agit de ce que les scénarios annoncent comme émission de CO2 en 2050 par rapport à 2010. Donc c'est à comparer au facteur 4. Donc vous voyez que tous ces scénarios ne font pas le facteur 4. Et point important, il s'agit ici du CO2 émis par les consommations d'énergie. Et donc ça exclut les émissions d'autres gaz à effet de serre, notamment le méthane, le protoxyde d'azote, qui sont émis par d'autres secteurs. Donc on verra, je rappellerai après que les gains qu'on peut attendre sur ces autres gaz sont plutôt plus faibles que ce qu'on peut attendre sur l'énergie, sur le CO2 de l'énergie. Donc vous voyez qu'en fait, le facteur 4 n'est pas atteint par tous les scénarios, mais enfin tous le visent, l'objectif. La suivante, s'il vous plaît. Alors, quelques commentaires avant de passer rapidement en détail les différents secteurs. Les scénarios disponibles convergent tous, vous l'avez vu, vers une réduction de la demande. Au même titre, pour réaliser le facteur 4, bien sûr qu'une décarbonisation du côté de la production d'énergie, il y a les deux, mais tous envisagent, pour pouvoir atteindre ce facteur 4, une décroissance de la consommation d'énergie. Comme je l'ai dit, elle semble d'autant plus nécessaire que le facteur 4 sur le CO2 énergie peut s'avérer insuffisant, on l'a vu. Une division proche de 2 des consommations d'énergie 2050 est retenue dans la majorité des scénarios qui approchent ou arrivent au facteur 4. Alors il faut préciser qu'effectivement des scénarios médians arrivent au facteur 4, je pense notamment au scénario de l'encre, avec une réduction plus faible de la demande, de l'ordre de 20 à 30%. En revanche, il suppose des options technologiques en forte rupture, notamment du côté de l'offre, et des vecteurs, notamment la place de l'hydrogène ou la capture et la séquestration du carbone, qui viennent compenser, si je puis dire, une plus faible baisse de la demande. Un scénario, celui Négatep, vise sans l'atteindre le facteur 4, sans réduction importante de la demande, mais avec une part beaucoup plus importante de la décarbonisation de l'offre. Et enfin, un scénario, celui de la DGEC, vise le facteur 4 en 2050, mais il s'arrête en 2030. Donc, pour le comprendre, il prend la trajectoire pour arriver en 2050, mais il n'y a pas les chiffres sur 2050. La suivante. Alors, les visions qui sont portées par ces scénarios, l'analyse que Thierry et moi-même avons pu en faire est que les gains d'efficacité énergétique dans tous les scénarios sont encore considérables. Tous ceux qui ont réalisé ces scénarios considèrent qu'il y a des gains. Ils permettent de réduire les consommations unitaires à mode de vie inchangé. Donc déjà, une grosse partie de l'évolution est faite par ces gains, je dirais, techniques. Deuxièmement, dans la part des scénarios, l'atteinte des niveaux de consommation d'énergie qui sont compatibles avec le facteur 4 en 2050 suppose, cette fois, pour arriver au facteur 4, une évolution des modes de vie vers une société plus sobre en énergie. Alors, cette sobriété, on souhaitait souligner 3 points qui nous ont paru importants dans l'analyse des scénarios pour qu'on voit bien de quoi on parle quand on parle de sobriété. Il traduit plusieurs aspects. D'abord, une évolution des politiques, par exemple d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'organisation de la production, afin d'optimiser les besoins collectifs. Donc tout ce qui parle, par exemple, de la redensification peut faire partie de cette sobriété. Redensification pour éviter des trajets subis. Deuxièmement, le développement de nouveaux usages portés par des innovations sociales ou organisationnelles est aussi
un gage de sobriété. On pense par exemple à tout ce qui se passe dans les nouveaux services de mobilité, les technologies de l'information et de la communication, le développement potentiel à long terme de centres de télétravail. Tout cela sont des évolutions qui ne sont pas forcément portées par des politiques publiques, mais qui se développent. Alors les politiques publiques peuvent les renforcer, les accompagner, mais ce n'est pas un concept uniquement de restriction. Et puis le dernier volet, bien sûr, c'est celui auquel on pense souvent, mais peut-être à tort uniquement, c'est le développement de comportements plus sobres, une responsabilisation, je dirais, éco-citoyenne, des valeurs qui se développent dans la société et qui peut d'ailleurs être bien évidemment encouragée par l'évolution des prix de l'énergie. Donc la sobriété recouvre cet ensemble et elle est mise en œuvre dans les différents scénarios qui atteignent le facteur 4. Le suivant. Alors, dans la diapositive suivante, on a essayé globalement, alors ce transparent comporte beaucoup d'informations. Vous avez d'abord sur la ligne du bas, donc, quelles sont les fourchettes d'évolution de la demande finale, de la consommation finale d'énergie. Tout d'abord, en 2030 par rapport en 2010, donc en gros, quelle baisse, de quel pourcentage va baisser la consommation d'énergie dans les différents scénarios en 2030 pour aller vers le facteur 4, et en 2050 ensuite, avec deux sous-catégories, les scénarios qu'on pourrait appeler bas, comme vous le voyez dans les scénarios bas, on arrive en 2050 à une réduction de 40 à 56%, de 41 à 6% de la demande totale, et des scénarios médians qui, eux, donc, atteignent en 2050 une consommation une baisse plus modérée de 16 à 31%. En 2030, vous voyez que on a une certaine continuité, je dirais, entre les scénarios bas et médians, puisque la fourchette va de 18 à 42% pour les scénarios bas et de 8 à 17%. Donc, ils sont là plus regroupés. Quand on regarde par secteur, alors ce qui est important de voir, c'est que cette diminution de la demande d'énergie n'est pas homothétique dans les différents secteurs. Vous voyez que dans l'industrie et l'agriculture, par exemple, la baisse en pourcentage est beaucoup plus faible que dans le domaine du bâtiment, qui est celui dans lequel la baisse est la plus importante. Vous voyez les chiffres dans le bâtiment, des scénarios bas en 2030 qui arrivent à une baisse au-delà de 20% des consommations d'énergie, et en 2050 à des valeurs qui vont de 37 à 55% des baisses de consommation du bâtiment. Les transports, eux, sont dans la moyenne, donc avec une baisse, comme vous pouvez le voir, de l'ordre de 20% jusqu'à 40% en 2030. C'est là qu'il y a des écarts plus importants entre scénarios. Alors c'est ce qu'on va voir dans les diapositives sectorielles. Pour terminer, donc sur le domaine du bâtiment, la suivante. Vous avez ici donc l'évolution de la demande sur les différents scénarios que nous avons retenus, avec, comme vous le voyez, le scénario, je commence par en haut, le scénario de la DGEC, qui est le scénario de référence, un petit peu celui des GEC mesures existantes, pas des GEC facteur 4. Vous avez le scénario Négatep, qui dans le bâtiment a une baisse relativement modeste de la consommation d'énergie. Ensuite, vous avez les scénarios de l'encre que l'on voit qui sont, eux, entre des scénarios relativement médians, mais aussi des scénarios qui vont beaucoup plus loin, puisque le scénario bleu de sobriété de l'encre a une demande beaucoup plus faible. Et puis, dans ce paquet, je dirais, de scénarios bas, le scénario négawatt, le scénario de l'ADEME et le scénario GRDF qui donc convergent. La suivante, donc qu'est-ce qui explique dans les scénarios, quelles sont les options qui ont été retenues sur les bâtiments? Tous introduisent une relative maîtrise de l'évolution des surfaces dans le résidentiel et dans le tertiaire, notamment dans le tertiaire où effectivement on a une progression actuellement des surfaces liées à l'activité. Donc on peut penser qu'à long terme, il y aurait une certaine maîtrise de ces évolutions. Tous les scénarios, pour ce qui concerne les bâtiments neufs, considèrent qu'on a un progrès important, avec en référence, pour la plupart, des bâtiments neufs à énergie positive à partir de 2020. Cela dit, le taux de renouvellement et de construction du parc conduit à ce qu'en 2050, on aurait un nombre de bâtiments à énergie positive, si ça a commencé en 2020, relativement mesuré, 9 millions par rapport à plus de 32 millions de logements.
La réhabilitation du parc existant apparaît dans tous les scénarios comme une option incontournable. Alors, sur le rythme de réhabilitation, on a en moyenne 500 000 par an. Certains ont des chiffres un peu plus faibles, voire qui commencent un peu plus faibles et qui après dépassent les 500 000. On a au contraire des scénarios qui commencent dès le départ, je dirais, dans leur trajectoire à des niveaux de réhabilitation plus importants, de 650 000. Mais enfin, vous voyez, l'ordre de grandeur, c'est 500 000 par an. Mais tous les scénarios n'ont pas le même niveau de performance en réhabilitation. Là où on arrive, on n'a pas eu beaucoup de détails dans tous les scénarios sur les niveaux de consommation, surtout sur les scénarios qu'on a eus que récemment. Sur l'électricité spécifique, donc au-delà de ces réhabilitations thermiques des bâtiments, un des postes de consommation qui reste actuellement en croissance, c'est les consommations d'électricité spécifique des bâtiments. Alors, on a en général, dans la plupart des scénarios, une baisse sur les consommations des appareils labellisés d'électroménager blanc, ce qu'on appelle avec une hypothèse, par exemple, que les meilleures technologies disponibles vont pénétrer d'ici 2030 l'ensemble du parc, ce qui n'est pas une hypothèse très en rupture, je dirais. À l'inverse, les autres usages, c'est-à-dire tout ce qui était technologie de l'information, de la communication, les ordinateurs, les télévisions, là, c'est un poste qui peut être différencié suivant les scénarios. Soit on a une croissance qui continue, qui contrebalance la baisse des produits blancs, soit au contraire, elle est stabilisée et contenue. Mais je dois dire que ça, c'est un des endroits où il y a eu des débats. Prochain, s'il vous plaît. La répartition, donc, en énergie finale, oui. La répartition par vecteurs finaux. Donc, on analyse la demande, les niveaux de demande, et vous avez ici, entre les différents scénarios, cette demande. Donc, ça, c'est la hauteur de chaque histogramme qui est présent sur le diagramme, en 2030 en haut, en 2050 en bas. Et vous voyez la part des différentes énergies finales pour satisfaire ce niveau de demande. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les scénarios, on a une croissance de la part de l'électricité associée à des usages, à des équipements performants de consommation d'électricité. Je pense aux pompes à chaleur, par exemple, qui sont développées dans la plupart des scénarios. Vous voyez une part du gaz qui existe avec effectivement à terme du gaz distribué par le réseau, mais qui peut être en 2050 pas seulement du gaz naturel, mais du biogaz. Donc, vous voyez ces évolutions, une certaine homogénéité entre les différents scénarios, pas tant au niveau de la demande globale, mais des différentes énergies. Le suivant, donc, j'ai plus que deux secteurs, je vais aller vite. Sur les transports. Alors par rapport aux bâtiments, là, ce qui est peut-être plus révélateur de l'analyse que nous avons conduite, vous voyez que les différents scénarios ont des trajectoires plus contrastées sur les évolutions, y compris en 2030. Sur le bâtiment, on avait une relative convergence sur 2030 avec des efforts pour la réhabilitation. Là, vous avez des options qui sont assez différentes sur ce qui peut se faire en 2030 et après à 2050, avec dans les scénarios bas, Négawatt, ADEME, un peu plus médian sur les transports GRDF, les scénarios de l'encre, qui, là encore, s'accompagnent avec des ruptures technologiques. La suivante. Alors, sur les transports, tous les scénarios prévoient des gains technologiques, en gros, vers un véhicule à 2 litres au 100 km. Ils ont tous une pénétration du véhicule électrique mesurée, entre 0,8 et 2 millions de véhicules dans le parc en 2030. Il y a des divergences sur les déplacements interurbains comme type de technologie, par exemple, l'électrique étant plus adapté à l'urbain. Suivant les scénarios, certains privilégient l'électricité ou le biogaz dans les scénarios bas, et certains scénarios médians prévoient un recours très important aux biocarburants, voire à d'autres vecteurs comme l'hydrogène. Il prévoit, les scénarios bas, un report modal qui est différencié entre les scénarios d'ailleurs, donc plutôt vers le rail. Pour les marchandises, là aussi, il y a des différences relativement importantes, à la fois sur l'évolution et sur le report modal qui peut être fait sur le rail. C'est un des points aussi qui fait divergence entre les scénarios. Mais la plupart, ou tout au moins de nombreux scénarios, identifient quelque chose qui me paraît très important dans ces exercices nouveaux, je dirais, de prospective, c'est le fait que de nouveaux services de mobilité peuvent se développer dans le domaine des transports. On avait enfin, je dirais, il y a quelques années encore, l'option véhicule individuel ou transport collectif. Maintenant, on voit apparaître entre les deux
des services de mobilité qui peuvent améliorer considérablement, parce que le véhicule à ce moment-là est dédié à son usage, les consommations d'énergie. Et puis à long terme, on prévoit dans les scénarios bas une relative baisse des distances parcourues, mais c'est sur les déplacements subis grâce à la redensification. Donc en termes de vecteurs finaux, vous avez là la représentation en 2030 avec en jaune la pénétration du gaz, donc qui serait une option relativement nouvelle par rapport aux produits pétroliers que vous voyez dans le bas des histogrammes. Certains scénarios ont un recours, comme je l'ai dit, important aux biocarburants et voire à l'hydrogène pour les scénarios les plus technologiques qui sont présentés. Le suivant. Donc je termine avec la présentation du dernier secteur sur la consommation de l'industrie et de l'agriculture. Donc là, on retrouve deux catégories, mais c'est plus marqué. Donc c'est plus marqué dans le sens où on a des scénarios qui sont médians, qu'on a appelés médians, et qui, eux, ne prévoient pas de baisse, pour moi une légère augmentation puis une légère baisse de la consommation du secteur de l'industrie. D'autres scénarios bas qui, eux, ADEME, GRDF, Négawatt, prévoient une possibilité d'économie d'énergie plus importante dans l'industrie, avec des facteurs qui sont de baisse qui sont toutefois beaucoup plus faibles que dans le domaine des transports et a fortiori du bâtiment. La suivante. Donc, dans le domaine de l'industrie, et ça je pense que c'est important par rapport à de nombreux débats, on a une référence dans plusieurs scénarios à des taux de croissance annuels moyens sur l'ensemble de la période de l'ordre de 1,7 à 1,8% par an. Donc aucun scénario ne prend une option, je dirais, de décroissance. Ou bien on a des options de scénarios, pas d'hypothèse explicite sur le taux de croissance, mais un maintien de l'outil industriel. On a une évolution tendancielle de la structure des activités qui conserve la part des industries grandes consommatrices d'énergie dans tous les scénarios. Un gisement d'économie d'énergie est identifié. C'est à peu près le même gisement dans la plupart des scénarios bas, notamment de l'ordre de 20% d'économie d'énergie à l'horizon de 2030, par exemple, avec des technologies qui ont des temps de retour inférieurs à 5 ans. Et puis, en général, au-delà de 2030, c'est plus difficile, effectivement, dans ce secteur. Donc là, c'est une hypothèse plus normative du maintien d'un même rythme d'économie d'énergie. La plupart des scénarios envisagent, au-delà des économies d'énergie, le développement du recyclage, qui permet aussi d'économiser de l'énergie dans les différentes branches industrielles. Pour ce qui concerne l'agriculture, alors l'agriculture, là, c'est un domaine spécifique parce que d'un point de vue énergétique, ça ne pèse pas beaucoup, 2 à 3 millions de tonnes équivalent pétrole. En revanche, l'agriculture est à la fois un potentiel fournisseur d'énergie à travers la forêt et les cultures, et c'est aussi un émetteur important des autres gaz à effet de serre que le CO2. Donc là, on a deux scénarios, celui de Négawatt, excuse-moi Thierry, de Négawatt et de l'ADEME, qui examine qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer, des hypothèses pour les autres gaz à effet de serre, de façon à avoir un facteur 4 consolidé. La suivante et avant-dernière. Donc là, vous avez pour l'industrie et l'agriculture la répartition des différents vecteurs énergétiques. C'est beaucoup plus différencié, surtout en 2050, avec effectivement plus d'électricité dans le mix, mais également une part du gaz, surtout en 2030, dans beaucoup de scénarios. Certains scénarios font une hypothèse de captage et stockage du CO2 avec une demande qui reste relativement élevée par rapport au scénario bas. Alors pour conclure, et excusez-moi pour le temps, pour conclure, l'analyse de ces scénarios nous montre que l'atteinte du facteur 4 suppose dans tous les cas une réduction de la demande d'énergie. On n'a pas vu de scénario avec une croissance de la demande d'énergie qui est plus ou moins forte selon la nature des ruptures technologiques envisagées du côté de l'offre. On peut effectivement construire des scénarios, on peut idéalement construire avec des ruptures fortes. La baisse de la demande d'énergie, alors le rythme de 1,7% par an d'ici 2050, ce qui est l'hypothèse en moyenne dans les scénarios bas, ça permet de diviser par 2 la consommation d'énergie. Et plusieurs scénarios proposent une diminution de cet ordre. Ce sont les scénarios bas, de cet ordre de grandeur, sans rupture technologique, mais bien sûr avec des politiques publiques d'efficacité énergétique ambitieuses, politiques cohérentes
avec une évolution de la société vers une plus grande sobriété qui est un élément indispensable. Donc il y a une partie de politique publique, bien sûr, mais il y a aussi une partie d'évolution des valeurs de la société. Merci.